Salut à tous, alors Automobile Propre fait un essai avec la Leaf i+, 62 kWh. Ils ont fait un laborieux Paris-Marseille via l'autoroute. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça va être magnifique, je le sens. Oh, l'éclair magnifique derrière. Je sais pas si c'est un montage ou pas, mais c'est beau. Alors c'est beau. Alors la version à grande autonomie de l'emblématique Nissan Leaf est-elle capable de boucler un long trajet sur autoroute? Pour le savoir, nous avons réalisé un Paris-Marseille estival en rechargeant sur le réseau Corridor d'Isivia. Un bon d'essai grandeur nature pour tester les performances de la voiture électrique sur longue distance en dehors de leur cadre d'utilisation habituel. Donc il y a leur vidéo à découvrir. Un nouveau modèle 1, l'intro. Donc le tarif démarre à 37 700 € bonus déduit quand même. Plutôt cher cette Leaf i+. Alors, batterie mal refroidie, ça on est au courant. Alors, ils sont partis de Voisin-le-Bretonneux, au milieu sud de Paris, pour rejoindre Marseille. Donc 772 km quand même, exclusivement sur autoroute. Alors, ils ont mis la clim sur 22 degrés, flux faible. Il n'a pas d'impact sur l'autonomie puisque l'air froid est fourni par une pompe à chaleur très économe. Bon, il y a quand même un impact, mais il est très minime quoi. Conduite classique, sans mode éco, mais avec le système e-pédale activé en zone urbaine et dans les embouteillages. Celui-ci permet d'accélérer et freiner avec la seule pédale de droite. Un outil très pratique qui évite au conducteur de jongler sans cesse entre la pédale de frein et l'accélérateur. Ouais, il y a aussi les palettes qui sont pas mal, pour le coup, qui sont même mieux, je dirais. Alors, ils ont utilisé le ProPilot, une assistante à la conduite comparable à un système de pilotage semi-automatique combiné de maintien dans la voie à un régulateur de vitesse adaptatif. L'utilisation est bienvenue sur de longs trajets en permettant de soulager le talon, il nécessite de rester très vigilant. Son comportement est en effet aléatoire. Par moments, nous constatons que le véhicule quitte sa voie sans raison et frôle de très près les camions. De plus, le régulateur de vitesse est particulièrement brutal. Ok, alors, ça vaut pas le régulateur adaptatif et le suivi de ligne des Coréennes, j'ai l'impression. Et encore moins de l'autopilote du coup, de Tesla. Alors, lorsque la vitesse de croisière est sélectionnée, le système tente de le maintenir à tout prix. Au cours d'un dépassement, par exemple, après avoir freiné automatiquement pour éviter de se rapprocher du véhicule à doubler, l'accélération est brusque dès lors que la voie est libre. Alors non, pour le coup, le Kona, moi, l'accélération est plutôt linéaire, il accélère pas comme un dingue, quoi. En montée, quelle que soit l'inclinaison, la voiture maintient la vitesse coûte que coûte. En conséquence, la consommation s'envole et l'autonomie diminue. Permet toutefois d'apprécier les vives accélérations qu'offre la Leaf i+, avec son moteur de 217 chevaux. Alors, premier arrêt, recharge laborieux. 130 km/h sur son autoroute, l'autonomie restante affichée sur le tableau de bord fond comme neige au soleil, si bien qu'en arrivant sur l'aire de chien blanc, le long de la 6, il nous reste seulement 5% de batterie. Alors, en 260 km parcourus, la consommation moyenne s'est élevée à 19,4 kWh au 100. Ouais, c'est pas une conso hyper énorme, à 130, ça me paraît normal. Difficile donc d'atteindre les 300 km en une seule charge à vitesse maximale sur autoroute, contrairement à d'autres voitures électriques dotées d'une batterie de capacité similaire à la Leaf i+. Est-ce que le Kona pourrait y arriver? Honnêtement, je sais pas trop. Le Kona Niro, est-ce qu'il pourrait faire 300 bornes? Peut-être qu'il pourrait plus s'en approcher que 260 pour le coup. Peut-être 280, 285. Alors, l'aire de service n'est pas équipée de panneaux indiquant l'emplacement de la borne de recharge. Nous la trouvons finalement et tentons de s'y recharger. Ils ont utilisé le badge Isivia du coup. Alors oui, le chat démo. Nous pouvons accéder aux bornes dotées de prise combo, le standard européen pour la recharge à un petit handicap à une époque où le chat démo est en passe d'être abandonné sur le vieux continent au profit du combo. Bah oui, ça c'est sûr. Évidemment, Isivia injoignable. Au moment où il fait 28 degrés à l'extérieur, dans l'habitacle, la température monte rapidement et nous devons impérativement utiliser la climatisation. Elle fonctionne le temps de trouver les informations de recharge sur le tableau de bord. Elles ne peuvent hélas être que consultées que lorsque la voiture est allumée. Contact enclenché. Ah, ça c'est con ça. Alors que la jauge de température de la batterie indique une augmentation de la chaleur, nous constatons que le véhicule charge à 41 kW, déjà éloigné des 50 promis par la borne et 100 kW promis par Nissan. Mais surprise, après 8 minutes et 4,5 kWh récupérés, la charge s'interrompt brutalement. Oh, la température!
C'est une blague. Oh merde. Oh la violence quoi. Ni la borne ni le véhicule n'indiquent la raison de cet arrêt soudain. Difficile de savoir lequel des deux est à l'origine de cette déconvenue. Moi je pense que c'est la batterie qui est trop chaude là. Nous tentons de relancer la charge à 6 reprises, toujours sans succès. La borne accepte de lancer la session mais la stoppe immédiatement, sans débiter le moindre électron. Oh mon dieu. Alors, le numéro de téléphone décroche sur un automate que nous suivons scrupuleusement, mais à l'instant où on est censé mise en relation avec le personnel, un robot énonce froidement un autre numéro de téléphone en boucle. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Si nous l'appelons sans grand succès, puisque lui aussi répète insolemment une situation effrayante digne d'un épisode de Lost. Ah oui, alors ça c'est pas mal, hein, j'avoue. 4, 8, 15, 16, 23, 42 pour ceux qui connaissent Lost. Nous sommes échoués sur une aire de service sans aucune possibilité d'assistance. C'est énorme. C'est énorme. Avec acharnement, nous parvenons enfin à lancer une session de charge active. C'est la 8e tentative, la LIF recharge cette fois à une puissance maximale de 27 kW. Ouh, quelle puissante recharge! Soit 2 fois moins qu'espéré. Cette session nous interpelle. En effet, plusieurs bruits étonnants proviennent du capot de la voiture et de la borne. Oh. D'abord, le ventilateur de la borne semble successivement monter en puissance, puis diminuer de façon cyclique. Puis le connecteur émet régulièrement des cliquetis. Sous le capot, 2 bips se font entendre de temps en temps. Rien ne semble se passer correctement. La courbe de charge fournie par Esivia le confirme. La session a été instable tout le long. La puissance n'a cessé de fluctuer étrangement. Oh, c'est trop bizarre, quoi. J'avoue. Alors, ils ont récupéré 45,8 kWh en 2h25. Ok. Donc, dont seulement 1h47 de charge effective. Oh, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. La puissance de charge moyenne n'a pas dépassé les 25,7 kW. Une performance franchement décevante pour une première gestion de charge, mais c'est clair. Mais ce n'est pas la seule des mauvaises surprises. Les 8 sessions de charge nous ont été facturées 23,76 €. Via le badge Esivia, l'opérateur fait payer 1 € par tranche de 5 minutes, quelle que soit la puissance délivrée. Une tarification totalement injuste, puisqu'une voiture recharge rapidement et consomme donc davantage d'énergie, paye moins cher qu'un véhicule chargeant plus lentement. Ah bah ça c'est pas nouveau, hein, malheureusement, ce système de recharge. Alors, ah oui, alors c'est ça, la recharge sous les orages à Lyon. 85% de batterie nous repartons en direction de l'aire de Solèze, au sud de Lyon, située à 209 km. De nouveau, nous utilisons le propilote machin, voilà. En arrivant sur l'aire de service, l'emplacement de la borne est bien indiqué par des panneaux, des gros orages éclatent. Il fait 32 degrés, l'atmosphère est moite, la température de la batterie a encore augmenté. Il nous reste 20% d'énergie et devons recharger assez pour rejoindre Marseille, un peu plus de 300 bornes. Nous utilisons le badge Esivia pour lancer la charge, mais il faut 3 essais pour y arriver. Sans climatisation. L'habitacle se transforme peu à peu en sauna, et la pluie tombant, nous ne pouvons laisser les vitres grandes ouvertes. Mais là, c'est honteux. Franchement, c'est lamentable. Mais ils ont peu de chance avec les orages en plus, là. Toutes les opérations de branchement du véhicule et d'identification sur la borne se font sous l'averse et la foudre menaçante. C'est apocalyptique, franchement. Nous envions les automobilistes qui, non loin, font leur plein de carburant abrité sous la généreuse marquise de la station. Pénible cette station de recharge, il est d'autant plus que la puissance de charge dépasse pas 20 kW. Nous patientons 1h26 pour récupérer 29 kWh. Non mais c'est une catastrophe ça, cette voiture est une catastrophe, je suis désolé mais là... Alors, nous repartons avec 73% de batterie et 279 km d'autonomie restante. Donc c'est pas assez pour rejoindre Marseille il faut 305 km. Il faudra donc une 3e charge à 138 km de là. La nuit se lève et la fatigue arrive, et ça fait déjà plus de 9 heures que nous avons pris la route. Petite consolation, les projecteurs LED sont efficaces aussi bien en position de croisement qu'en plein phare et illuminent la route d'un blanc clair et pur. Ouais, ça, il n'y a pas que la LIF qui l'a. Hein. Nous roulons cette fois à 110 km avec le propilote en raison d'un pic de pollution qui impose de ne pas dépasser cette vitesse. D'accord? Un temps de charge bien loin des promesses. Donc, ils sont allés à la 3e borne, là. À côté, en plus, une station Unity est en cours d'installation, les boules. Nous n'aurions pas pu l'utiliser, vu que, du coup, il n'y a pas de chat démo sur les Unity. Dommage.
Alors arrivé, il reste 23% de la batterie, la jauge indique que sa température est très élevée, la charge est lancée rapidement et belle surprise, elle ne s'interrompt pas. Dès la première session, nous rechargeons sans aucun problème jusqu'à 68%. La capacité nécessaire pour rejoindre Marseille est terminée. Ce périple. La puissance n'a pas changé, elle plafonne toujours péniblement à 20 kW. Oh bah le Rapid Gate est là, hein. Est bien là. Hein. Branché pendant 1h09, nous avons récupéré 24 kWh pour un coût de 25 euros. Pardon. C'est honteux. Alors, bilan du trajet. Exténué, nous atteignons au sud de Marseille, au cœur de la nuit, au terme d'un trajet qui a duré 13h40. Ah oui, quand même. Compte environ 8 heures en voiture thermique. Il est 1h18, le compteur affiche 777 km parcourus à une vitesse moyenne de 78 km/h et 12% de batterie restante. Conso de 17,9 kWh au 100. La consommation s'est élevée à 17,9 kWh au 100. Correct pour un trajet effectué à vitesse élevée. Oui, je trouve la conso plutôt raisonnable. L'accumulateur est très chaud. Température extérieure de 26 degrés n'aidant pas à son refroidissement. Alors, ils ont dépensé 56,75 € pour les recharges en utilisant le badge EasyVia. Le tarif paraît élevé, il reste moins coûteux que si on avait utilisé un badge d'opérateur de mobilité comme le ChargeMap Pass ou le Kiwi Pass. Cela reste également bien moins cher que le carburant que nous aurions dépensé en réalisant le même trajet en voiture thermique. Ouais, enfin bon, il y a plus de sérénité là, pour le coup, en voiture thermique, 5 heures de moins quand même, et moins de stress, clairement, quoi. Une injustice nous interpelle cependant. Alors que les conducteurs de voitures essence ou diesel payent leur plein selon la quantité d'énergie, nous avons été facturés au temps passé sur les bornes. Un principe agaçant et pénalisant pour les utilisateurs de voitures électriques. Ainsi, il est compliqué de connaître à l'avance combien coûtera une recharge sur le réseau Corridor. Ah, c'est clair. Je suis totalement d'accord. Hein. C'est un peu honteux comme principe de payer autant et pas au kilowattheure, quoi. Alors, ils ont été déçus par la puissance de charge acceptée par la Nissan Leaf i+. Alors que le constructeur promet une capacité maximale de 100 kW en courant continu, nous n'avons jamais dépassé les 41 kW en pic. Et les sessions de recharge se sont effectuées en moyenne à une puissance de 20 kW. C'est une catastrophe. Un très gros défaut pour les trajets longs sur autoroute. Un problème qui trouve sa source dans le refroidissement passif de la batterie. Sollicité lors des recharges et sur la route à vitesse élevée, le pack se préserve pour éviter la surchauffe en bridant les performances. Si Nissan a affirmé il y a quelques mois avoir corrigé le tir par une mise à jour logicielle, nous n'avons manifestement pas pu constater ces effets. Ou alors leur voiture à eux, elle n'a pas été corrigée, peut-être. En conséquence, nous avons accusé un temps de recharge de 5h09, non seulement 4h25 de charge effective. Un écart qui s'explique par les nombreux refus de la borne et interruptions inopinées. Bien trop long et fastidieux pour envisager un trajet de plusieurs centaines de kilomètres sur autoroute. Ah non, là c'est clair. Franchement, la Leaf, elle est décevante. Clairement, très très décevante. Alors, qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Les constructeurs automobiles doivent d'abord respecter leurs promesses concernant la puissance de recharge rarement atteinte en conditions réelles. Il est nécessaire que leur choix sur la technologie et standards embarqués soit compatible avec une utilisation simple, polyvalente et cohérente avec leur époque. Pourquoi persévérer avec le standard étranger presque obsolète CHAdeMO lorsque le standard européen combo, plus performant et fiable, serait pas en grande vitesse ? Clairement, très bonne question. Pourquoi ne pas avoir prévu de système de refroidissement actif de la batterie sur un Nissan Leaf i+, doté d'une batterie de 62 kWh naturellement orientée vers les longs trajets ? Si le véhicule est tout à fait capable d'honorer les trajets du quotidien dans sa configuration actuelle, il peine à boucler le long trajet comme celui que nous lui avons fait subir. Bah, c'est clair, à 130 km/h, oublié quoi. Enfin, côté recharge, il est impératif pour les opérateurs de fiabiliser le fonctionnement des bornes, particulièrement celles situées sur autoroute. Il n'est pas possible d'inciter à passer à l'électrique lorsque le réseau présente autant de dysfonctionnements. C'est clair. Rien de pire que de se retrouver coincé sur une aire d'autoroute sans moyen de contacter l'assistante technique. Leur tarification doit être aussi clarifiée et ajustée pour que les clients puissent savoir à l'avance combien ils vont dépenser au cours de leur trajet, payer équitablement l'énergie et l'infrastructure qu'ils utilisent. Et il est long leur article, hein, j'en ai marre. Il est temps que ça se termine. Alors, comparaison des performances entre plusieurs voitures. Alors, étonnamment, ils ont mis 13h40 pour les 3 voitures. Moi, ça me paraît bizarre, mais bon, pourquoi pas. Conso du Kona, moins élevé de 1 kWh au 100 que la Leaf, quand même. Bon, la Zoé, n'en parlons pas, elle, sur l'autoroute, c'est une catastrophe. Durée des recharges, donc, le Kona que 3h30 seulement, moi, ça m'étonne pas, hein. De toute façon, il est supérieur, hein, clairement.
Lui et le Iniro, ils sont supérieurs à la Leaf, hein, c'est clair. Je le sais depuis le début, de toute façon. Alors niveau tarif, ils ont payé moins cher avec ChargeMap. Alors c'est dire. Alors avec le badge EasyVia, je pense qu'ils auraient payé encore moins cher que ça. Et c'est fini, donc du coup. Voilà. Voilà, à vous de me dire ce que vous pensez de ce trajet magnifique. Et ça a été une catastrophe. Autant j'aimerais être à leur place pour tester plein de voitures électriques, mais autant je les plains, parce que là, c'est ce qu'ils vivent par moment, mais c'est un stress total, quoi. Parce que même si c'est pas leur voiture, au pire, bah quand même, quoi. Il faut qu'ils se débrouillent pour sortir de la situation dans laquelle ils sont. Il faut qu'ils trouvent le moyen de recharger leur voiture, sinon ils sont bloqués. Enfin, c'est une cata, je trouve. Cet avis fait un vrai problème, quoi. Le système de refroidissement passif comme ça, mais c'est une catastrophe. Je comprends pas comment c'est possible de mettre ça dans une voiture de 37 000 € minimum, avec une batterie si grosse, quoi. Et il faudra un refroidissement liquide, hein, je suis désolé, mais là, c'est pas possible, quoi. Je déconseille toujours autant la Nissan Leaf. Je maintiens ma position, désolé pour les possesseurs de Nissan Leaf qui sont très contents de leur voiture s'ils restent sur les routes normales et sur la ville, mais sur l'autoroute, c'est une plaie cette voiture, une véritable plaie. Voilà, bah, elle est loin de rivaliser avec ses principales concurrentes et encore moins avec la Model 3. Hein. Là, clairement, elle est HS de chez HS. Avec des puissances de charge de 20 kW, non mais c'est choquant. C'est totalement choquant. J'aimerais bien qu'on revoie la température. Ah oui, regardez. Ça, c'est magnifique. Oh, ce 31 degrés, mais de toute façon, je m'y attendais. De toute façon, à ce qu'il y ait des problèmes dans les jours de canicule l'été. Et encore 31, c'est pas la canicule. Hein. C'est chaud, certes, mais c'est pas la canicule. J'imagine pas à 40 degrés. Hein. Le truc, il y a même plus de place pour mettre la barre rouge. Bon, enfin bref. On va arrêter là pour cet article, qui était pas mal du tout. Et je vous laisse, n'hésitez pas à réagir sur cette fabuleuse Nissan Leaf. J'attends vos réactions. Ciao.